Comment être un bon candidat dans koh? C'est le thème principal de cette chaîne YouTube, c'est en fil rouge dans toutes mes vidéos. Eh bien, dans cette vidéo, on continue de répondre et on va voir que les modèles que j'utilise habituellement sur la chaîne sont utiles à plus d'un titre. Salut à tous les aventuriers! Donc, pour analyser ce qu'est un bon candidat, j'avais envie dans cette vidéo de distinguer plusieurs aspects. L'aspect tactique qui permet de comprendre ce qu'il faut faire dans l'idée, donc c'est des compétences dans la vision. L'aspect technique qui permet la mise en application, donc c'est une compétence dans l'action, dans la réalisation. L'aspect mental aussi qui permet de persévérer et de rester concentré, une compétence dans la motivation et la concentration. Alors 3 choses à dire là-dessus. Déjà, tout s'entraîne. On peut s'améliorer dans les 3 aspects pour faire progresser son niveau de jeu. Deuxième chose, c'est des aspects qui touchent tous les compartiments du jeu, les fameux 4 S. On peut progresser en survie, en social, en stratégie, ainsi que dans les épreuves. Si on prend un petit exemple de la catégorie survie, le feu, eh bien, l'aspect tactique, c'est savoir où et quand faire le feu, quel bois il faudra utiliser, quelle technique il faudra adopter. L'aspect technique, c'est savoir réaliser le feu, bien exécuter la technique. Et l'aspect mental, c'est la volonté de continuer à essayer malgré les échecs sur les premières tentatives. Alors, sur ce deuxième point, ce que je trouve intéressant à dire, c'est que l'amélioration de l'aspect tactique dans la catégorie sociale, ça nous fait immédiatement tomber dans la catégorie stratégie, puisqu'il va y avoir une perte de naturel. Ce qui signifie qu'au final, la tactique dans le social, ça n'existe pas vraiment en fait. Soit on est bon socialement, naturellement, soit on devient bon socialement, c'est possible aussi, mais à ce moment-là, la catégorie se transforme entre guillemets en stratégie. Un peu comme si vous passiez un entretien d'embauche en fait. À la base, c'est un exercice social, mais si vous préparez votre entretien, vous allez faire gaffe à votre attitude, à ce que vous allez dire pendant l'entretien, et au lieu d'être totalement vous-même, vous allez dire ce que le recruteur a envie d'entendre. C'est une stratégie de faire ça. Et là où la stratégie est réussie, c'est si vous faites ça tout en paraissant naturel. C'est là que vous aurez le plus de chances d'être recruté. C'est la stratégie qui fait augmenter vos chances de succès, mais il ne faut pas passer pour le stratège non plus, sinon ça annule tous les bienfaits de la dite stratégie. C'est logique, c'est très désagréable de se rendre compte que la personne avec qui on parle joue la comédie. Mais bon, tant que le recruteur pense que vous êtes authentique, vous n'aurez pas de problème. C'est pour ça que jouer la carte du stratège qui passe pour un naïf, c'est souvent ce qui est le plus efficace pour à la fois avoir ce qu'on veut et à la fois garder une bonne image. Ce qui est un peu le nerf de la guerre dans koh. Bref, parenthèse refermée. Ce que je viens de dire, ça illustre bien le fait qu'il y a une pondération à faire quand on parle des 4S. La miniature de la vidéo peut à ce titre être perçue comme une pyramide, c'est-à-dire qu'à la base, en bas, on a la catégorie reine, la stratégie, qui est le socle du jeu, la catégorie fondatrice du jeu. Un bon candidat est forcément un candidat qui comprend le jeu pour se laisser le choix entre le jeu optimal et le jeu d'adaptation. Et au-dessus, les 3 autres S, dans lesquels il faut s'adapter, avec en priorité évidemment le social, ensuite les épreuves, que j'ai appelées sport dans la miniature dans un souci d'esthétisme, et enfin tout en haut la survie, qui est la catégorie avec le moins d'impact dans le jeu. Ensuite, dernière précision, il existe en plus un 4e aspect en fait, mais qui ne s'applique qu'aux catégories épreuves et survie, qui font appel au corps. C'est l'aspect physique qui permet d'avoir une bonne condition physique. Donc voilà pour les 3 précisions que je voulais apporter sur cette imbrication entre les 4S et les axes d'amélioration possibles pour être un bon candidat. À savoir que tous ces aspects sont perfectibles, ça touche tous les compartiments du jeu
Et il y a aussi l'aspect physique dans les catégories survie et épreuve. Alors, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne, dont une entièrement consacrée à l'aspect mental, beaucoup d'autres qui parlent de la théorie du jeu et de la connaissance de soi et des autres par l'énéagramme ou le MBTI. Donc pour l'aspect tactique, ok, on a déjà vu en détail pas mal de points. Maintenant, on va parler de l'aspect technique, c'est-à-dire la réalisation de ce qu'on a compris. Et pour ça, il y a, je pense, quelques prérequis au niveau psychologique. Déjà, premièrement, on peut s'aider du modèle de la spirale dynamique qui nous indique que dans ce genre de compétition avec les 4S, l'augmentation de ses chances de victoire va de pair avec l'utilisation du système de valeurs orange. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie à mes vidéos qui s'appelaient Les valeurs dans koh Lanta. On pourrait croire qu'une fois qu'on a la bonne vision du jeu, ça c'est l'aspect tactique, c'est facile de la respecter. C'est généralement le cas dans les jeux de stratégie, comme les échecs ou le poker, parce qu'il n'y a pas de relation approfondie qui s'installe. On joue contre des adversaires purs, qui en plus sont souvent des inconnus. Dans koh Lanta, ce n'est pas le cas. Il y a une dimension humaine qui est omniprésente et qui va être un facteur incitant à dévier de la théorie de notre bonne vision du jeu. Parce que nos adversaires, c'est pas uniquement des adversaires, c'est aussi des connaissances avec qui on a tissé des liens et certains pouvant même être devenus des amis. Donc, d'un point de vue technique, il y a une vraie difficulté à respecter sa vision orange et théorique du jeu. Déjà pour des raisons pratiques, on galère à faire ce qu'on voudrait faire, à convaincre machin de voter bidule, ou à se faire apprécier de machin, ou enfin voilà. Mais aussi pour des raisons psychologiques, car on se fait rattraper par nos sentiments. Ensuite, un autre point qui est très important pour être un bon candidat techniquement parlant, c'est d'être développé personnellement. Les deux modèles utilisés sur la chaîne pour décrire les personnalités, l'énéagramme et le MBTI, sont aussi des modèles de développement personnel. Et comme ça ne parle pas de la même chose, le développement n'est pas le même. On peut encore une fois s'aider de la spirale dynamique pour comprendre cette différence. L'énéagramme, c'est un modèle qui est centré en bleu. Ça nous indique une marche à suivre qui nous amène à diminuer notre ego pour diminuer nos filtres qui nous empêchent de voir la vie telle qu'elle est réellement. C'est une démarche de sacrifice de soi. Se développer selon l'énéagramme, c'est estomper les motivations de son ego. Le MBTI, c'est un modèle qui me semble centré en orange, un niveau d'expression du soi. Ça permet de mieux se connaître pour mieux connaître ses qualités et réussir ses objectifs plus efficacement. Exactement comme le fait de connaître ses préférences motrices nous permet de mieux exploiter notre potentiel physique. Donc, l'énéagramme, ça sert à être libre, dans le sens libéré de son ego pour être lucide. Cette lucidité amène un double mouvement d'amour de soi et des autres qui permet de satisfaire son désir profond. Je vous donne quelques exemples ici. Le désir de base d'un 2, c'est d'être aimé. D'un 6, c'est d'être en sécurité. D'un 7, c'est d'être heureux. De l'autre côté, le MBTI, ça sert à réussir sa vie, pour reprendre le vocabulaire d'Orange, qui voit surtout l'intérêt personnel derrière le développement. Les deux formes de développement sont primordiales pour être techniquement au point. Un peu plus en détail, alors l'énéagramme, ça va permettre d'être réaliste, d'évaluer avec justesse les situations de jeu sans interprétation. Quelqu'un qui est développé, on appelle ça qu'il est intégré, il arrête de vivre des transes hypnotiques. En fait, dans la vie, tout le monde s'auto-hypnose pour son bien-être psychologique. Je vais vous donner quelques exemples de transes hypnotiques et je vais vous montrer en quoi ça peut être gênant dans koh Lanta. Par exemple, la confusion. Donc pendant la confusion, notre esprit n'est plus disponible. On peut louper des infos importantes dans des discussions stratégiques. Et ça empêche de réfléchir aussi, bien sûr. Alors en exemple, vous pouvez penser à Fabrice des 4 terres, qui à chaque nouvelle info, il savait plus quoi faire. Il était complètement paumé dans sa tête.
Alors, autre exemple de transe hypnotique, les hallucinations négatives. Ça, c'est quand on croit avoir entendu quelque chose alors que l'autre ne l'a pas dit, ou dans l'autre sens, ça existe aussi. On n'a pas entendu quelque chose qu'on nous a réellement dit. Donc ça, c'est souvent ce qui donne lieu à des quiproquos qui peuvent se matérialiser en trahison ou en conflit. Alors souvent, c'est des hallucinations partielles en fait. On a retenu globalement et on a reformulé ce que l'autre nous a dit. Du coup, on donne une signification légèrement détournée de ce qu'on a entendu. Par exemple, Kumba qui dit « Je suis prête à éliminer Claude » et les autres qui entendent ou qui retiennent « Kumba veut éliminer les plus forts ». Allez, un autre exemple, la progression en âge. Ça, c'est le fait de se projeter dans le futur, de fantasmer ou de s'imaginer ce qu'on va vivre plus tard. Donc ça coupe de l'instant présent et ça nous écarte d'une appréciation avec justesse de l'instant présent. Donc par exemple, dans l'île des héros, on a eu Charlotte qui n'a pas voulu jouer son collier. Elle était en binôme avec Thé. Elle se voyait en fait déjà en avoir besoin dans le futur et elle n'a pas perçu du coup l'épée de Damoclès qui était quand même très menaçante qui pesait du coup sur son binôme. Ensuite, sinon, si vous avez vu mes vidéos sur les énéatypes, eh bien vous en connaissez déjà beaucoup d'autres des trans hypnotiques, puisque l'ego est un ensemble de trans hypnotiques. La passion, la fixation et la compulsion sont des automatismes. Par exemple, plus l'ego d'un type 8 sera fort, plus il percevra la faiblesse facilement et réagira automatiquement par plus d'excès et de vengeance. Le mot « automatiquement » est le plus important. Ça veut dire que ça ne passe pas par la conscience, et donc on voit bien que l'ego, ça nous coupe de la réalité. Alors je vais prendre des exemples comme Claude ou Clémence, qui sont des excellents candidats, et qui ont tous les deux, c'est pas un hasard, des niveaux d'intégration tout à fait corrects. Donc Claude, c'est un énéatype 8, je vous mets d'autres candidats de type 8 qui subissent plus que Claude le cercle vicieux de leur ego, comme Adja ou Moundir, alors surtout le Moundir des années 2000, et même Claude lui-même en 2010 était plus désintégré qu'aujourd'hui. Alors souvent les candidats qui sont très mauvais socialement, c'est dû à un niveau d'intégration assez bas. Et je pense qu'une candidate comme Frédéric de la saison 10 était peut-être une 8 aussi. En fait, plus une personne est désintégrée, donc plus elle est victime de son cercle vicieux, plus elle va être invivable, infréquentable quoi. Donc dans Koh-Lanta où on vit en collectivité avec des inconnus pendant plus d'un mois, c'est rédhibitoire pour gagner le jeu. Ensuite, pour prendre l'exemple de Clémence, qui est une 9, vous pouvez la comparer avec des Loïc, des Flavio, ou pire, des Vivien de la saison 10. En résumé, le plus important dans l'énéagramme, c'est pas l'énéatype, c'est le niveau d'intégration. C'est ce qui permet de réduire les aspects négatifs de nos personnalités. Et après, dans un second temps, entre candidats à niveau d'intégration égal, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a des égos plus avantagés que d'autres au sein du jeu, puisqu'il y a des défauts qui sont moins embêtants que d'autres. C'est ce que j'avais dit à la fin de ma vidéo sur les personnalités dans Koh-Lanta, partie 2. Par exemple, entre un Loïc et une Adja, on voit bien que les défauts d'un Loïc, à savoir la difficulté à prendre des positions, la perte des priorités, c'est moins grave que les défauts d'une Adja qui va être dans l'excès, dans ses prises de position avec les autres, et qui aura des envies de vengeance. Donc voilà pour l'énéagramme. Après en ce qui concerne le MBTI, quant à lui, il va vous donner des billes pour gérer vos relations et optimiser vos points forts. Si vous connaissez le profil des autres, vous pouvez adapter votre communication, savoir ce que l'autre a besoin d'entendre pour être convaincu, par exemple. Bref, stratégico-socialement, vous serez forcément meilleur techniquement si vous êtes développé. Vous réussirez à mettre en place votre vision du jeu, à faire des bons choix, à être concrètement un bon candidat.
Voilà pour cette vidéo. On va se faire un petit résumé pour finir sur ce que j'ai dit. Sur l'aspect technique, les meilleurs candidats du jeu, c'est ceux qui, 1. Respectent leur bonne vision du jeu, qui est donc une vision orange. Évidemment, il faut en amont avoir une bonne vision du jeu, mais ça c'est l'aspect tactique. Deuxièmement, ne pas laisser trop de place à son ego. Donc ça c'est ce qu'on a vu à l'aide du modèle de l'énéagramme. On appelle ça le travail vertical. C'est le fait de diminuer son ego pour diminuer son cercle vicieux. Alors, faut pas qu'il disparaisse non plus, attention, l'ego est indispensable et c'est l'objet du troisième point. Il faut avoir un ego adapté et efficace. Donc l'expérience, ça aide à être meilleur dans ce qu'on fait. Sinon, ça s'améliore par un travail sur soi. Le travail du coup au sein de l'ego, ça s'appelle le travail horizontal. On rend notre ego plus efficace pour mieux s'adapter au contexte. Donc pour ça, on peut s'aider du MBTI par exemple, comme on a vu, de la PNL aussi. Et même l'énéagramme en fait peut nous aider à faire un travail horizontal en guérissant notamment les instincts blessés. Ou il existe encore en fait plein d'autres approches pour faire un travail horizontal. Bien, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Maratane.